don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Laurence Hood, bienvenue au podcast. Merci beaucoup, Anthony. Of course, on sent comment aujourd'hui il fait beau. C'est la première journée qu'il fait beau, là. Il va faire comme 23-24, là, Ouais. mois de fin avril. Ah, ça fait du bien, un petit Il peu de était temps. soleil. On en avait besoin après un long hiver. Je pense que oui, hein, la dépression saisonnière s'en va tranquillement, là. Ouais, c'est ça. Écoute, on s'est connecté via LinkedIn initialement. Je trouvais ton profil super intéressant. Je pense que le coaching amoureux, j'ai jamais interviewé une personne qui est dans ce domaine-là. Puis je trouvais ça vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est intéressant, qui est nécessaire aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont assez clueless dans le dating, dans le flirting. Puis moi-même, j'avais beaucoup de questions personnelles dans notre meeting préparatoire. Fait qu'on va tomber là-dedans. Mais avant qu'on tombe justement dans ton entreprise actuellement, parle-moi un petit peu de ton background. Jusqu'à la personne que tu es aujourd'hui, quoi. Oui, dans le fond, moi, j'ai vraiment commencé dans le milieu professionnel comme mannequin quand j'avais 16 ans. Fait que c'était vraiment comme un changement de carrière complet, si on veut. À ce moment-là, ben ma passion, c'était tout ce qui était fashion. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai beaucoup voyagé comme mannequin international. Vers 17 ans, j'avais commencé, je suis partie vivre en Asie. Donc, c'était une belle expérience de vie, complètement chamboulante, parce qu'en revenant ici, après, j'ai réalisé à quel point que j'avais grandi beaucoup et rapidement. Puis là, je réalisais aussi que la différence culturelle, comment que les choses sont vues différemment ici. Après... OK. Non, c'est intéressant. Non, fait que, culturellement, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Tu veux dire comme... Oui, c'est ça au niveau de la langue, mais je veux dire, au niveau des traditions, mais est-ce que tu parles concrètement au niveau quand tu fais du mannequinat ou... Je parle un peu comme en termes de comment que les choses sont perçues, comment que... Ici, comme par exemple, les gens, on a une façon de vivre un peu plus focusée, plus rapide sur le travail, un peu plus... on est vraiment comme... Workaholic un petit peu, okay. Effectivement. Tandis que là-bas, c'est un petit peu plus un train de vie relax, surtout dans les pays comme aux Philippines, où ils prennent leur petit café le matin tranquillement. Fait que c'est un mode de vie un petit peu moins rapide, un peu moins axé sur le 9 à 5. Est-ce que c'est quelque chose qui t'animait, que tu trouvais ça intéressant, justement? Oui, définitivement. Ouais, j'aimais vraiment ça, ce mode de vie-là. Je suis curieux, je veux dire, rentrer dans le mannequinat à 16 ans, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, initialement? Honnêtement, c'est ma mère qui m'a apporté vers ça. Ouais. Nice. Okay. J'étais un peu perdue comme adolescente, puis elle voulait comme m'aider à trouver quelque chose qui allait me sortir de ce temps-là. Fait dans le fond, elle m'a juste apporté à une interview, puis l'agence a fini par me prendre, puis ça a tout commencé comme ça, puis là, après ça, c'est devenu comme... plus une passion. OK, fait que c'est pas initialement venu d'un intérêt, c'était vraiment, tu sais, quand on est jeune, c'est normal, on sait pas trop qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime faire, fait qu'on l'essaye, puis là, finalement, t'as développé une passion. C'est ça, oui. Fait que de 16 ans jusqu'à quel âge t'as été mannequin? J'ai fait ça jusqu'à fin 20 ans environ, peut-être 21, ouais. Okay. Pendant 4-5 ans environ. Wow. Puis là, t'es rendu à quel âge pour l'audience? J'ai 29 ans. Parfait. Dans le fond, aussi, dans notre meeting préparatoire, tu m'avais dit que tu travailles justement au gouvernement fédéral, mais que tu es en transition éventuellement pour devenir à temps plein entrepreneur. Fait que ça, c'est bien. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette transition-là? Est-ce que c'est pour aller chercher plus une stabilité? C'est pour côté avantages sociaux? C'est quoi un peu le but d'aller chercher ce travail-là, finalement? Dans le fond, comme j'ai choisi le coaching parce que je trouvais que il y avait comme un manque de choix. Je pense que pendant la pandémie, j'ai trouvé ça vraiment difficile, un peu comme le gouvernement. Tu sais, t'avais comme plus une imposition de qu'est-ce qu'il fallait faire, t'avais des couvre-feux. Puis j'ai réalisé à ce moment-là que la liberté était vraiment, vraiment importante pour moi. La liberté du choix, mais aussi la liberté de pouvoir être où que je veux. Fait que ça m'a vraiment apporté à vouloir faire un changement dans ma vie. Puis là, par la suite, j'ai vécu un divorce. OK. Fait que ça aussi, ça a été un autre événement déclencheur.
Puis là, il y a eu une transformation là, complète de mes objectifs de vie. J'ai tout réévalué un peu comme ma vie, puis j'ai réalisé, je suivais comme un peu un chemin qui a été choisi pour moi, si on veut, comme j'ai pas choisi le gouvernement ou j'ai pas choisi, tu sais, comme j'ai un peu suivi comme le train de la société, si on veut, sans vraiment me poser les questions. Mais je savais que c'est pas ça que... Ma vocation n'était pas en lien avec ça, exactement. Ouais. Tu avais besoin justement de l'avenue financière de la chose, mais c'était pas une passion d'aller travailler au gouvernement fédéral en soi. Là. Ouais, exactement. Peut-être une nécessité. Mais je comprends, puis je trouve ça quand même très cool parce que je pense que c'est peut-être une fausse réalité de se dire que genre... Pour être un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui se lance à 100%. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font qui ont commencé à temps partiel jusqu'à temps que ce soit assez intéressant pour aller switcher vers le temps plein dans leur entreprise. Fait que je trouve que c'est juste même sain pour avoir un équilibre de vie aussi. Ouais. Pour être capable de dormir la nuit, puis avoir justement mettre de l'épargne de côté, toutes ces choses-là. Fait que c'est super cool. Fait en fait, pourquoi tu t'es redirigé vers le coaching amoureux? Pourquoi précisément ça? C'était vraiment en lien justement avec mon divorce. OK. J'ai toujours eu une passion avec les relations, la compréhension des relations, le côté psychologique. J'ai toujours écouté beaucoup de podcasts, lu beaucoup de livres là-dessus. Donc, ça a toujours été un intérêt. Mais quand j'ai commencé à vivre ces difficultés-là relationnelles, ça m'a forcé à vraiment regarder, de regarder à l'intérieur de moi-même, puis faire un travail profond. Puis par la suite, je voulais aider les autres à être capable de aussi faire cette introspection-là, ce travail-là intérieur. Fait que c'était vraiment ça, c'était un peu une vocation. Puis je regardais les autres coachs de relations que moi, qui m'inspiraient beaucoup. Puis je me disais, bien, pourquoi pas moi? Pourquoi, tu sais, j'ai aussi des connaissances là-dedans. Pourquoi que je me lancerais pas là-dedans? Ouais. Fait que c'est ça qui a déclenché le tout. C'est super intéressant, mais je suis curieux. Au tout début, est-ce que tu as vécu un petit peu le syndrome de l'imposteur de dire, là, oui, tu disais pourquoi pas toi, mais dans le sens, tu sais, de dire, OK, là je m'affirme, là, je suis coach, je suis prêt à accompagner ces gens-là, j'ai vécu telles expériences. Fait que ça ressemble à quoi par rapport à ça? De dire, tu sais, comme, hey, est-ce que je suis la bonne personne dans ce milieu-là? Oui, définitivement, le syndrome de l'imposteur est. Comme, je pense que c'est même encore aujourd'hui, des fois, ça peut arriver. Des moments de doute. Mais oui, définitivement, au début, c'était plus prononcé. C'est quelque chose que tu apprends à vivre avec au fur et à mesure. Puis, justement, tu valides ton expérience. Tu mets tellement de temps là-dedans qu'à un moment donné, tu deviens un expert. Puis, il faut que tu t'affirmes dans cette expertise-là que tu as. 100%. Donc, ouais, non, c'est normal, je pense, de ressentir un petit syndrome de l'imposteur, mais c'est comment maîtriser. J'ai appris un peu à dire non, écoute, j'ai les capacités, j'ai les connaissances, puis à comme pousser ces pensées-là intrusives quand ils viennent. Oui, bien, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un peu le fake it till you make it, mais c'est pas vraiment ça. Tu sautes, tu lances, puis il y a personne qui essaie quelque chose de nouveau, va se sentir un expert. C'est nouveau, dans le sens on apprend en le faisant aussi. C'est ça. Oui, tu peux avoir une certaine éducation par rapport à ça, mais essentiellement, une nouvelle nouveauté que tu vas apprendre dans ta journée, dans ton day-to-day, c'est nouveau, c'est neuf. Fait qu'il faut juste essayer de développer sa confiance en soi, je pense, avant, là, pour éviter d'avoir une peur ou une gêne de dire « je suis qui pour faire ça ». C'est comme... tout le monde vit ça, là. Quand on se lance, là, je parle, là. Fait que c'est intéressant. Parlons concrètement au niveau du... quelqu'un qui rentre en relation. Fait que, disons qu'on prend un exemple classique, un homme avec une femme. C'est quoi, c'est quoi les bonnes pratiques à faire en dating au tout début? Puis on va switcher la question après, les mauvaises pratiques que les gens ont tendance à faire. Fait que disons les 3 bonnes choses qu'on pourrait faire justement quand on rentre en flirting. Ouais. Par rapport à ça. Moi, je pense qu'une chose super importante au début, c'est d'éviter de juste regarder qu'est-ce qui est de surface, puis vraiment y aller avec les caractéristiques. Regarder pour des caractéristiques intérieures de quelqu'un. C'est quoi le caractère de cette personne-là? C'est quoi son essence?
est-ce que c'est quelqu'un que je me vois être à long terme avec? Regarder un peu qu'est-ce qui est compatibilité. Est-ce qu'on a la même vision de ce qu'on aimerait faire, même juste en fin de semaine? Ouais. Parce que c'est ces petites choses-là qu'au début, des fois, on regarde plus l'apparence, on regarde l'énergie qui est super bien. Écoute, je veux dire, on va pas se le nier, c'est des choses qui sont quand même importantes, mais c'est pas ce qui fait la différence dans une relation. Donc, au début, moi, je dis toujours de poser beaucoup de questions. C'est vraiment quelque chose qui aide à... Des deux bords, là, dans le sens que ce soit le gars ou la fille. OK, parfait. Oui, définitivement. Ça l'aide à avoir une meilleure compréhension de l'autre personne. Ouais. Mais aussi, ça l'enlève un peu l'idée que comme, bon, c'est la personne parfaite sur papier parce que j'ai rien demandé. Donc, tu sais, des fois, on a cette idée-là que quelqu'un est tellement parfait, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas appris à la connaître, la personne. Fait que ça l'aide beaucoup là, de... Puis je pense qu'avec le dating de nos jours, disons qu'on prend les gens dans la vingtaine, le Tinder est tellement facile accessible. On peut swipe left, swipe right, on choisit un peu ce qu'on veut. Puis je pense qu'on a peur aussi de s'engager. Puis ça peut faire un lien à la prochaine question de l'évitement, tu sais. Je pense que j'en ai vécu personnellement, tu sais, d'éviter certaines relations par peur de dire je pense pas que je suis la bonne personne aussi. Je pense pas que je suis prêt à m'engager, tu sais. Mais est-ce qu'il faut justement s'écouter par rapport à ça ou se dire comme, hey, on est peut-être mieux de l'essayer pendant un bout. Tu peux pas juger une personne sur 2-3 dates. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, ça dépend un peu comme si parce que l'évitement, ça dépend comme si c'est un pattern de long terme. Fait que c'est répétitif. C'est ça, c'est répétitif. Des fois, c'est mieux de travailler là-dessus avant même de se lancer en relation. Tandis que si c'est juste une peur, c'est plus un évitement de surface, plus une crainte, que ce soit avec la confiance, que ce soit avec comment qu'on se sent en ce moment par rapport à notre vie personnelle. Je pense qu'à ce niveau-là, oui, tu peux rentrer en relation puis travailler sur toi-même en même temps d'être avec quelqu'un, tant que la personne veut t'accompagner aussi là-dedans, puis peut-être qu'elle fait justement ou il fait son chemin personnel en même temps. Mais des fois, je trouve que c'est bien de faire le travail même avant de dater puis avant d'être en relation. OK, Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire justement par rapport à ça pour se préparer? C'est beaucoup de comme apprendre à se connaître. Okay. C'est regarder pourquoi que je fais ces patterns-là inconscients, pourquoi que j'agis de cette manière-là dans certaines situations. Puis avoir une compréhension, un certain self-awareness par rapport à ces choses-là, ça l'aide vraiment à, après ça, faire des modifications dans notre vie. Puis en faisant ces modifications-là, puis en les implémentant de manière régulière, c'est là que tu peux voir que, OK, là, je suis plus prêt, je comprends pourquoi que j'agis de cette manière-là. Puis là, maintenant, je suis prêt à rencontrer quelqu'un. Selon ton opinion puis ton expérience, pourquoi tu penses que les jeunes ont peur de s'engager dans une relation? Tu sais, que c'est comme, on se met pas de label. On est ensemble, mais, tu sais, je peux quand même rencontrer d'autres personnes. Puis, tu sais, je dis pas tout le monde, mais tu sais, on dirait qu'il y a une certaine peur de dire, hey, non, on est en couple, on est ensemble, one-on-one, puis là, c'est relationnel. Pourquoi tu penses qu'il y a une tendance de ces jours-ci par rapport à ça? C'est vrai qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, puis les dating apps, t'as beaucoup ce concept-là un peu de « let's see how it goes ». Ouais. Fait qu'on regarde vraiment plus on va voir comment ça va se passer, mais je pense que les gens ont peur de ça, de mettre un label sur leur relation, en partie parce que il y a un manque soit de confiance avec eux-mêmes ou avec leur vie. Des fois, ça vient d'une incertitude, mais aussi la société nous apporte souvent à comme se poser des questions sur nous-mêmes, que c'est comme
Ça vient te chercher comme, bon, OK, les hommes devraient être de cette manière-là, les femmes devraient agir de cette façon-là. Des standards, dans le fond, Des qu'on s'attend à standards voir. sociétals, c'est ça. Ouais. Puis ces standards-là te fait tellement te poser de questions des fois que tu évites de t'engager. Puis c'est commun aussi, nos jours, il y a tellement de voix en ligne, tu regardes... Il y a tellement d'opinions contraires que tu sais plus trop par où t'enligner. Puis là, tu te dis, bon, écoute, on va juste y aller avec quelque chose de moins compliqué. Mais ouais, il y a aussi un manque de compréhension sur les relations, un manque d'éducation là-dessus qui fait en sorte que, selon moi, les gens s'engagent un peu moins de nos jours parce que personne leur apprend c'est quoi une relation saine. C'est quoi... C'est comment que j'exprime mes émotions. Parce que c'est quoi nos modèles, tu sais, dans ce sens-là, tu sais, surtout si on ne l'apprend pas, tu sais, c'est soit nos parents ou notre famille ou nos amis à un certain niveau, mais rendu là, c'est ça, là. Puis est-ce qu'ils ont vraiment un bon modèle de relation? C'est difficile de se baser là-dessus. Puis après, ben, c'est sûr, tu as tout ce qui est le web qui rentre là-dedans. De genre, c'est ça le standard, genre, faut-tu que je sois de même? Genre, OK, je sais pas, là. C'est très mélangeant. Puis avant de tomber justement dans l'aspect de, mettons, sur une ligne chronologique de genre, OK, là, on est en relation, avant de tomber là-dedans, j'aimerais que tu me mentionnes peut-être les trois mauvaises actions qu'on pourrait avoir tendance à faire en dating au début, là. Y a-tu des choses que... Pas que c'est on veut être méchant, mais c'est comme ça se fait naturellement, puis c'est un petit peu comme... C'est pas le bon move à faire, là, par rapport à ça. Ou la mauvaise chose à dire, tu sais. Je pense qu'une chose très commune qu'on a tendance à faire, hommes et femmes, c'est de ghoster rapidement. Oh my God! Rapidement, c'est quoi? C'est après... même avant la première date, là, tout est possible. Là. Oui, avant la première date. Ça se fait tellement facilement de nos jours. Écoute, tu peux juste swiper, puis t'as déjà enlevé la personne là, de tes connexions. Donc, souvent, des fois, on prend pas le temps de connaître ou d'apprendre à connaître la personne, puis c'est un jugement qui se fait instantanément, pratiquement. Donc, je pense que des fois, ça peut mener à quelque chose si tu prends le temps d'essayer de connaître un peu l'autre personne. Fait que c'est... Fait que c'est d'avoir aussi... être capable d'exprimer qu'est-ce que tu ressens. Si ça marche pas, c'est mieux de le dire que de disparaître. Si on prend ce premier exemple-là, le ghosting, c'est tellement... J'adore. De vivre ça, justement, mettons... moi, si j'étais dans cette situation, c'est comme, dis-moi là, écris-moi là que ça fonctionne pas, mais j'aime mieux que tu me le dises que tu me lagues un vue ou tu me ghostes ou tu me bloques, là, littéralement, rendu là, parce que tu veux pas gérer ma réaction par rapport à ça, ou t'as peur, justement, de ma réaction puis t'as pas le goût de gérer ces émotions-là, fait que, mais ouais, je trouve ça, justement, évitant. C'est encore une fois, c'est comme, puis oui, peut-être qu'à court terme, c'est plus facile, mais long terme, c'est toujours plus difficile. Parce que tu retombes là-dedans, puis tu vas toujours être confronté à cette situation-là, peut-être. Là. C'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est une chose. Y aurait-tu un autre aspect? Un autre aspect que je dirais que les gens font beaucoup, surtout les hommes, c'est de pas prendre d'initiative quand ça vient à comme initier une date ou ça vient à même initier la conversation. Parce que c'est comme ce que je trouve, c'est qu'on est tombé un peu comme tellement dans un pattern où on est habitué maintenant, ou que tu as des sites comme Bumble qui autorisent que la femme initie. Puis là, les rôles se sont un peu renversés. Puis j'observe beaucoup aussi chez mes clients que il y a un manque d'initiative qui se fait, un manque d'approche vers la femme. Donc, moi, je dirais qu'approcher, c'est vraiment, c'est une des choses où, le manque d'approche, c'est un des problèmes c'est bon, ça. En ce moment-là, avec le dating. C'est un excellent exemple. Puis quand tu dis approcher, est-ce que c'est approcher par... Donc, on match sur Tinder, c'est d'envoyer le premier message ou c'est
C'est ça que tu veux dire par rapport à ça? De prendre le lead un peu, là? Oui, définitivement. Prendre le lead, que ce soit en personne ou en ligne. Donc, c'est aussi l'approche physique quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit dans un bar, que ce soit au gym, peu importe c'est où, c'est d'être capable d'initier, d'avancer vers la personne, poser une question, faire un petit commentaire. C'est de commencer cette interaction-là. Hey, mais je pense que ça, c'est tellement un bon sujet parce que je pense qu'on se limite beaucoup justement au site de rencontre parce que là, c'est le bon contexte pour rencontrer quelqu'un. Puis ça peut fonctionner, mais on dirait qu'on se dit qu'il n'y a pas d'autre manière de rencontrer ou genre aller au bar. Ouais. Ou, fait que bar, puis mettons Tinder, tu sais, si on met ça au minimum. Mais en réalité, est-ce qu'on peut approcher d'autres personnes dans d'autres contextes sans que ça soit awkward? Absolument. Ouais, puis comment on fait pour bien le faire, genre? Je pense que c'est bien d'être situationnel avec ce qui se passe sur le moment. Par exemple, si tu vas à un café pour approcher quelqu'un, tu peux faire un petit commentaire sur que ce soit le décor, que ce soit quelque chose de drôle qui s'est passé autour. C'est important de prendre le contexte où tu es, ou des fois même un compliment pas sur l'apparence physique, mais plus sur quelque chose que la personne apporte. « Ah, c'est une belle montre, ça. Okay. » Comme un petit commentaire comme ça, inoffensif, sans t'attendre à ce que la personne te réponde ou comme continue la conversation nécessairement. C'est plus d'initier le début de la conversation, puis de laisser à l'autre personne, tu sais, la balle après ça est dans la... De répondre ou pas. Dans la cour de l'autre personne, de répondre ou pas. Puis généralement, si la personne est intéressée, elle va continuer la conversation. Dans le pire des cas, tu vas juste laisser cette personne-là, tu sais, contente, puis autrement, elle va te dire, ben merci beaucoup. Si ça ne renchérit pas, ben c'est parfait, puis tu dis bonne journée. Tu sais, je pense que, c'est fou ça, mais on dirait qu'on a... C'est surtout quand c'est un aspect public de genre, mon Dieu, les gens vont me juger, ou elle, est-ce qu'elle va me... Right? Tantôt, tu as parlé du gym. C'est quand le bon moment, entre un set, entre deux sets, pour dire... Puis qu'est-ce que tu dis aussi, là? C'est une bonne question. C'est pas pire, ça, parce qu'il y en a beaucoup là, de gens qui s'entraînent, qui écoutent le podcast. Fait. Ah oui, OK. Donc, avec le gym, je dirais que c'est toujours plus touché parce que les gens, des fois, ils portent des écouteurs. Exact, c'est ça. Moi, je dis le bon temps, c'est quand la personne ne porte pas d'écouteurs. Moi, dans mon cas, ça l'aide un peu parce que j'ai un spa avec mon gym. Donc, comme le spa, c'est le temps plus social. Mais dans un gym typique, je pense que c'est de faire un commentaire par rapport à comme quelque chose... Là, ça va être plus de l'équipement. Comme, je vois que comme, tu sais, tu utilises cet équipement-là, comme si... Tu sais, est-ce que je peux t'aider à, comme, tu sais, faire ton set? Peu importe, c'est ça. Oui, mais ça dépend un petit peu. Ou juste un commentaire comme « Hey, je te vois souvent ici. C'est quoi ton nom? » Juste une introduction. Après ça, ça l'aide à continuer la conversation par la suite. Mais la première interaction, comme c'est ça qui débloque un peu le tout, là. OK. Ouais. OK, j'aime ça. Ben, ça donne des bons trucs. Puis peut-être un autre contexte de genre du day-to-day de notre vie qu'on peut rencontrer des gens. Aller faire l'épicerie. En 2 légumes, qu'est-ce qui peut se passer? Mais c'est ça, c'est-tu un endroit aussi opportun? Mais y a-tu vraiment un endroit où, dans le sens de regarder un petit peu le contexte, puis de dire, hey, ça serait peut-être une belle opportunité, puis c'est comme où je peux l'amener en joke, puis. Je pense que tout endroit est un bon endroit. Honnêtement, comme entre tes 2 légumes, ça peut être l'endroit parfait. Tu sais jamais où tu peux rencontrer ta femme idéale. Donc, moi, je pense que justement, comme on est, tu sais, de nos jours, les gens osent moins, puis c'est pour ça qu'on se tourne beaucoup sur les applications. Mais oser, surtout pour les hommes, mon message pour vous, c'est oser. OK. Il faut, parce que sinon, tu laisses aller les opportunités. Fait que c'est d'être dans sa masculinité, puis d'y aller, d'essayer. Okay. C'est quoi le pire qui peut se passer? J'aime vraiment ça. Mais pourquoi on ne donnerait pas le même conseil aux femmes, dans le sens oser, tu sais, faites-le. Est-ce que c'est une question d'énergie? Comment tu vois ça? Oui, je vois ça un peu comme ça. Mais oui, effectivement, les femmes aussi peuvent oser, mais moi, je crois un peu plus en, justement, comme le ballon d'énergie masculine, féminine. OK. Puis que l'homme, tu sais, typiquement, depuis longtemps, générationnellement, l'homme a toujours été celui qui a fait un petit peu le premier pas, ou c'est lui qui faisait le courting. Right.
Donc, je crois quand même à ça. OK. Mais je crois que les femmes devraient donner des signes. Fait qu'ils devraient oser de donner des signes. De montrer de l'intérêt. Mais l'approche en tant que telle, je pense que c'est toujours plus naturel quand ça vient de l'homme. Mais est-ce que ça veut dire qu'une femme ne devrait pas approcher un homme? Non, comme définitivement pas. Je pense juste que ça vient plus avec le cycle d'énergie féminine-masculine, que ce soit l'homme qui fasse le premier pas. Make sense. Je suis curieux. Est-ce qu'on peut expliquer un peu la différence entre énergie féminine et énergie masculine pour comprendre un peu plus le contexte? Ouais, donc la féminité, c'est vraiment être grounded dans... dans le fond, c'est se sentir bien avec soi-même, mais aussi se laisser être soft. T'as moins de pression, être en paix avec toi-même. Mais c'est beaucoup relié avec le softness, avec le flow d'énergie. Donc, c'est vraiment aussi de laisser l'homme prendre les initiatives, laisser l'homme être le leader. Fait que c'est lui qui prend les décisions premières. Ça veut pas dire que tu prends pas de décision, Non, ça, mais exact. ça veut juste dire que, dans le fond, tu laisses aller, tu fais confiance, Je comprends. tu t'ouvres, t'es un peu de nurturer. Je sais pas en français comment bien dire ça, un nurturer. Mais on sait c'est quoi, mais en français, c'est la traduction. Nurturer. Le caregiver. Ah, OK. T'apportes la paix dans une maison, comme you make a house a home. Fait que je pense que c'est ça qu'une femme qui est groundée dans son énergie féminine, parce que tu peux être aussi une femme dans ton énergie masculine. OK, ouais. Mais c'est ça qu'une femme qui est groundée dans son énergie féminine apporte. Puis, en tant qu'homme, là, c'est plus de decision maker. C'est beaucoup de leadership. Action. D'action, c'est ça. C'est celui qui protect and provide. Fait que oui, c'est les bonnes vieilles caractéristiques là, qu'on parle moins. Oui, mais c'est vrai, puis c'est intéressant d'en parler parce que c'est les bases ou les caractéristiques, mettons, de ces deux énergies-là. Ça veut pas dire que tous les hommes et toutes les femmes sont de même, là, mais je veux dire, on a toutes ces... Je pense, est-ce que c'est vrai de dire qu'on a tous ces deux énergies en nous? Oui. À un certain ballon différent? Hein? Absolument. Okay. Chaque homme et femme, on a les deux une énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous, mais des fois, tu en as un côté qui prend le dessus de l'autre. Oui. Puis dépendant des circonstances, mais dans une circonstance relationnelle, c'est bien quand tu es l'homme d'être plus groundé dans ton énergie masculine, puis quand tu es la femme d'être plus groundé dans ton énergie féminine. Excellent. Merci beaucoup pour la décortication. Tantôt, on a parlé justement de prendre le lead puis d'approcher. Je crois, puis tantôt, on a parlé aussi d'aspect culturel. Je crois que les hommes, précisément québécois, ont beaucoup plus de difficultés d'aller approcher les femmes. Si on regarde, juste aller voir nos cousins en France, je veux dire, des femmes se faire aborder dans la rue, c'est commun. Ouais. Puis des fois, il y a des vidéos qui sont publiées de femmes qui portent leur opinion, disons, d'une Française qui est allée au Québec, puis qui sont pas habituées à ça, qui sont comme, hey, c'est moi, il faut qu'ils fassent ces approches. Genre, je me fais jamais aborder dans la rue ou dans d'autres contextes. Ouais. Les hommes ont peur ou, tu sais, je pense que c'est ça, c'est une certaine peur ou un manque de confiance ou de dire, hey, je suis qui, moi, pour l'approcher, tu sais, je suis out of the league. Puis je trouve ça curieux que ça soit précisément, tu sais, comme peut-être nord-américain par rapport à ça, mais québécois dans ce sens-là, un peu culturel. Oui, mais je pense que ça vient aussi comme de comment qu'on a... Tu sais, ça s'est perdu avec les générations, un peu cette approche-là, surtout dans le Western culture. Fait que beaucoup aux États-Unis puis au Canada, on a moins cette notion-là de flirter un peu, tu sais. Flirter, c'est ça. Tu vois, les Latinos, comment ça vient naturellement. Yep. Puis tu te sens jamais oppressé drôlement par un Latino, comme c'est rare que ça vient facile. Ah ouais? Tu sais, oui. Je te crois, ouais. Mais oui, je pense que les Québécois, c'est peut-être un manque de tact. Ouais. Créativité un peu, peut-être. Oui, c'est ça. Un peu de pratique, puis de confiance en soi. Parce que c'est un thème que je remarque souvent, c'est que beaucoup de clients ou de gens, d'hommes avec qui que je discute dans la vie de tous les jours, qui manquent de confiance en eux, puis qui me disent que des fois, bon, ils ont peur un peu de se faire juger. Ouais.
ou de se faire rejeter. Ben oui. Ouais. Oui, non, c'est très commun. Puis j'en ai déjà parlé dans une capsule que j'avais publiée récemment, mais c'est un peu ça. Puis je peux pas dire que je le vis pas. J'ai eu des contextes de genre, hey, j'aimerais ça aller parler à cette fille-là, mais hey, mon Dieu, je suis pas à l'aise. Ou est-ce que je vais bégayer? Est-ce qu'elle va-tu bien m'entendre? Faut que je me c'est des aspects du genre. Fait que c'est intéressant. Maintenant, j'ai une question qui m'a popé, qu'on n'a pas parlé pendant notre meeting préparatoire, mais qui est quand même très intéressant puis crunchy. La première date, c'est qui paye? L'homme. Straight up. C'est bon, ça. Absolument. Oui, je pense que c'est important. Ça va avec l'énergie masculine. Exact. Définitivement. Puis je pense que c'est une bonne façon de montrer que, justement, t'apprécies que la femme, elle prend son temps. Écoute, les femmes aussi, on prend du temps à se préparer, à se mettre belle pour la date. Donc, tu sais, j'apprécie que tu prennes ce temps-là à me connaître. Je suis d'accord avec ça, petite parenthèse personnelle, mais récemment, j'étais allé en date avec une femme, puis je lui dis, ben écoute, on va prendre la facture, puis je paye, puis elle me dit, pour vrai, c'est la première fois qu'un homme paye pour moi, genre la facture qu'il me propose. Je dis, dans ma mentalité, c'est le bare minimum, là, quand tu vas... Moi, ça a toujours été instinctif de, ben oui, pas de stress, là, tu sais, mais pour elle, c'était quelque chose de nouveau, là, ça a toujours été de au moins 50-50 ou genre 100%, puis je suis comme, damn, OK, fou, ça. On a toutes des expériences différentes. Ouais, je trouvais ça vraiment curieux. Fait que là, c'est intéressant. On a parlé du flirting, du dating au début. Parlons un petit peu de l'aspect, quand on est en relation officiellement. Fait que là, on a mis un label, on est en relation. C'est quoi une bonne communication? On va y aller avec cette première question-là, parce que les gens disent pour entretenir une bonne relation, il faut avoir une bonne communication. Ouais, mais c'est quoi en réalité? Une bonne communication, je pense, c'est de prendre le temps d'écouter. Qu'est-ce que je trouve, c'est que souvent, on réagit, on se dit, on peut prendre les choses de manière personnelle rapidement, surtout en situation de conflit. Des fois, c'est d'écouter sans porter jugement tout de suite. Donc, essayer de comprendre avant de se faire comprendre. C'est aussi de savoir gérer ses émotions. Parce que souvent, c'est les émotions qui rentrent en compte dans une mauvaise communication. Fait que quand tu as une bonne gestion de tes émotions, que tu sais que bon, OK, oui, ça me frustre en ce moment, je vais prendre 2 petites secondes pour me calmer, laisser retomber la vapeur, puis après ça, je vais aborder le sujet. C'est d'être capable d'avoir comme une certaine patience, une certaine écoute active, puis beaucoup de compassion aussi. Ouais. Je sais pas si ça répondait à ta question. C'est excellent. C'est excellent. Puis, ça m'amène à la situation que j'avais partagée, un peu classique, que je pense que tout homme et femme vivent dans une relation. On va prendre un contexte. Disons que ta blonde, elle revient de la job, puis là, c'est comme elle veut te parler. Sa collègue de travail, elle a eu un conflit avec, puis là, pendant 15, 20, 30 minutes, elle t'explique comment c'est de la merde, tu sais. Puis l'homme, je crois, naturellement, va essayer de répondre, de dire, ouais, t'as-tu déjà essayé de parler avec elle ou t'as essayé de parler avec ta boss, de genre, ouais, tu sais, ça sert à rien de charler, voici ce que tu peux faire, tu sais, pour régler la situation. Puis je pense que ça peut créer l'effet contraire, de genre, c'est pas ça que ta blonde cherche, tu sais. Comment tu vois ça? Je pense que c'est une situation que beaucoup de personnes en relation vivent, là. Oui, je pense que c'est vraiment commun. Puis, tu sais, c'est super que les hommes ont cette initiative-là un peu de problem solving. Right. Puis c'est super commun, puis c'est bon dans plein de contextes. Mais des fois, ta blonde, elle veut juste se faire écouter. Elle veut même pas d'opinion. Surtout dans ces contextes-là, c'est vraiment un moment où elle veut juste se sentir comme si elle pouvait laisser aller cette situation-là, puis le sortir la situation d'elle-même, sans jugement, sans intervention. Des fois, la meilleure chose que tu peux faire, c'est juste t'asseoir, écouter, puis la laisser parler sans lui donner de conseils, parce que c'est vraiment un point que moi-même, dans mes relations du passé, là, que j'ai expérimenté de l'autre côté, tu sais, du côté où que je voulais juste sortir qu'est-ce que j'avais à dire. Oui, donc c'est vraiment... Puis à ce moment-là, ce que j'aurais aimé, c'était de l'écoute, puis donc sans commentaire. Une simple écoute, là, juste comme active, là, rien de... C'est ça. Ouais. Pourquoi c'est si compliqué? Mais je comprends Puis peut-être qu'il y a peut-être une phrase magique que si jamais tu veux absolument... Ou, mettons, ta blonde, elle veut que
elle veut que tu renchéris là-dessus. C'est de dire peut-être qu'est-ce que tu en penses. Là, si elle t'ouvre la porte, mais sinon, autrement, tu sais, écoute, puis sois avec elle, I guess, dans le moment. C'est ça, exactement. Puis si elle t'ouvre la porte, elle te demande ton opinion, ben là, c'est sûr que c'est le bon moment d'y donner. Oui, c'est ça, exact. Mais si elle demande pas... Impose-le pas. Impose-le pas, exactement. Ouais. Right. Fait que ça, je pense que ça peut entretenir... Un des points pour entretenir une relation saine long terme. Qu'est-ce qui fait qu'un couple arrête de s'aimer? Ouais, c'est une grosse question quand même, là, mais pourquoi, over time, il peut y avoir comme un... On tombe dans la routine, il n'y a plus de petites flamèches ou la flamme qu'on pouvait avoir au début. Pourquoi ça se... Right? C'est une très bonne question. Moi, je crois vraiment que l'amour, c'est une action. Donc, quand quelqu'un arrête de prendre action, que ce soit d'arrêter d'aller en date, d'arrêter de faire ces petites choses-là que ton partenaire aime, que ce soit de lui apporter un café le matin, ou que ce soit, tout le monde a leurs propres petites choses qu'ils aiment dans une relation, mais quand que cet aspect-là arrête, un des deux partenaires arrête de faire l'action d'aimer, l'émotion d'aimer part. Donc, c'est vraiment... Bon, les gens, des fois, ils disent, bon, mais j'ai arrêté d'aimer cette personne-là. Mais avant que l'émotion disparaisse, t'as arrêté de faire l'action d'aimer la personne. Parce que où que tu mets ton effort puis tes actions, ou que tu arroses ta plante va grandir. Puis elle va continuer de grandir, puis elle va pas mourir. Mais si tu as arrêté d'arroser la plante, c'est normal que ta plante, elle meure. C'est tellement une belle comparaison. Ouais. Puis oui, parce que tu penses qu'au début, en relation, c'est instinctif. C'est comme tu veux impressionner, tu veux vraiment... T'es dans le feu du moment, puis c'est cool. Puis fait que dans le fond, c'est des actions, tu sais, de présenter des choses que l'autre personne va aimer et vice-versa. De prendre l'initiative, justement, puis souvent, j'entends, tu sais, des amis filles qui me parlent de leurs relations qui n'ont pas fonctionné. C'était souvent des gars que, initialement, ben, ça allait bien, mais qu'après, ils proposaient plus de faire des projets ou, tu sais, mettons, de faire des petits trips, des petits voyages, juste des petites sorties, là, rien de payant, mais tu sais, c'était rendu un peu monotone, routinier, c'était rendu plate, finalement. Puis je pense qu'il manque cette petite... c'est de raviver le feu, tu sais. Comme tu veux, tu pars un feu, tu mets plus de bois, ben ton feu, il s'éteint, là, tu sais. Fait que... Oui, c'est vraiment de faire ces actions-là. Puis c'est ça qui arrive souvent parce que, tu sais, au début d'une relation, on veut montrer la meilleure version de nous-mêmes. Donc, on fait les actions, on essaie d'être cute, surtout pour les hommes, tu sais, ils vont apporter des fleurs, faire ces petites choses-là, t'apporter en date. Mais éventuellement, on devient comme... Ça arrive de devenir un peu comme... Bon, tu commences à t'asseoir sur... T'es confortable. Tu te sens bien, t'es confortable. Tu sais que la personne, elle t'aime, elle s'en va pas nulle part. Puis t'arrêtes d'arroser ta plante. Est-ce que ça peut être dangereux, justement, parce que c'est confortable, c'est stable, tu as une certaine sécurité avec cette personne-là? Est-ce qu'il y a autant d'amour qu'avant ou il y en a peut-être plus, mais c'est facile? Fait que tu restes dans cette relation-là par facilité. Est-ce que ça peut être dangereux, long terme, de rester un peu confortable là-dedans, même si tu sais que t'aimes pas ça, tu sais? Définitivement, parce que si une relation te permet pas de t'épanouir puis de grandir, d'évoluer, c'est pas une relation qui te bénéficie. Donc, si jamais tu vois que justement c'est confortable, puis c'est dur à quitter une relation. C'est une des choses les plus dures au monde, honnêtement, de quitter une relation parce que confronter la personne, dire « Hey, je t'aime plus », genre « Ouch! » C'est ça. Ça crée des blessures émotionnelles, puis ça peut prendre beaucoup de temps à guérir. Mais des fois, c'est ce que tu as besoin de faire pour grandir, pour être en mesure d'atteindre tes objectifs, puis de t'assurer que tu évolues toujours dans un sens positif. Puis si une relation ne te permet pas de faire ça, c'est pas une bonne relation pour toi. Fait que dirais-tu que, tu sais, le classique exemple du couple avec mon oncle Richard puis ma tante Sylvie, ça fait 50 ans qu'ils sont mariés, puis, tu sais, ils ont réussi comme couple. Puis je pense que dans certains cas, oui, mais dans la plupart des cas, peut-être que c'était pas... je pense pas qu'il y a un amour aussi pétillant qu'au début, ou tu sais, qu'il y a un échange, justement, on tombe encore dans la facilité de dire, je sais pas, ils ont eu des enfants,
That's it, tu sais, c'est rendu là. Pourquoi péter ça, tu sais? Je pense qu'il peut rentrer dans le jeu quand tu amènes des enfants au monde. Ça peut être difficile de... Oui, c'est un autre Right. niveau de difficulté quand tu as Je peux des comprendre. enfants dans la dynamique. Mais moi, je pense que la définition du succès de relation n'est pas liée avec Ouais. le nombre de temps, mais plutôt avec la qualité de la connexion. Donc, puis en plus, pour les enfants, comme honnêtement, ils bénéficient de voir un modèle de gens heureux, que ce soit des gens séparés dans 2 households différents. Oui. Pardonnez mon anglicisme. Ou que ce soit un couple ensemble. Ouais. Tes enfants, ils apprennent de toi pour leur relation future. Donc, ils prennent, ils regardent votre dynamique, puis souvent, ils vont répéter cette dynamique-là dans leur relation C'est sûr. du futur. Donc, tu leur fais un cadeau des fois si jamais ça marche pas entre vous, mais vous restez ensemble pour les enfants. Des fois, tu leur fais un cadeau en vous séparant parce que tu leur montres un exemple de 2 individus qui sont heureux. Ben oui, puis tu sais, je pense qu'il y a... Malheureusement, il y a des gens, justement, qui restent, encore une fois, en couple, ils ont eu des enfants, puis c'est comme... Les deux, ils sont plus en amour, puis il faut qu'ils passent à autre chose, mais ils veulent garder cette stabilité-là d'avoir une maison, un foyer, puis c'est d'éduquer ces enfants-là à 2, mais rendu là, en vieillissant, les enfants sont pas stupides. Ils vont le voir qu'il y a une déconnexion, qu'il n'y a plus de rapprochement, il n'y a plus d'amour. Fait qu'ils vont peut-être répéter ce modèle-là, de dire c'est peut-être ça une relation. Absolument. Fait que tu fais l'effet contraire, puis de dire hey, c'est mieux de faire ça que de se séparer. Nathan, hein? C'est mieux justement d'avoir tes 2 parents séparés, mais tes vois heureux, puis qui rencontrent d'autres personnes par la suite qui matchent, right? C'est ça. Mais c'est encore une fois, je pense qu'il y a une certaine peur d'affecter l'enfant. Je pense que dans la génération de nos parents, mes parents sont séparés, j'ai vécu ça. Une chance qu'ils se sont séparés. C'est comme ça ne fitait pas. Là, ils sont extrêmement heureux de leur bord, puis je suis content, puis c'est comme c'est beau de voir ça. Mais s'ils étaient restés ensemble pour le bénéfice de m'élever, mettons, de m'éduquer, clairement, j'aurais pas. J'aurais peut-être répété cette mauvaise exemple-là de relation. Je suis curieux, est-ce que tu crois, justement, là, on tombe un petit peu dans la philosophie, mais quand un homme ou une femme, disons qu'une femme va aller rechercher peut-être un chum avec l'image de son père, vice-versa, un gars va aller chercher l'image, sa blonde avec l'image de sa mère. Est-ce que c'est une réalité? Oui. Oui, OK. Pas dans tous les cas, parce que ça dépend de qu'est-ce qui s'est passé dans ta jeunesse. OK. Mais dans certains cas, si jamais il y a eu une peur de l'abandon, par exemple, si tu t'es senti abandonné à un certain moment dans ta jeunesse, ou au contraire, tu t'es senti pas vu ou pas pris en charge par une figure paternelle ou maternelle, à ce moment-là, tu as tendance à développer un style d'attachement qui est soit anxieux ou évitant. Mais d'autres, si jamais tu as une situation où que tes 2 parents étaient là, ou que justement, c'était t'as grandi d'une manière saine, là, tu vas développer un style d'attachement qui est sécure. Puis à ce moment-là, tu as moins tendance à répéter ce genre de pattern-là plus tard dans le futur, dans tes relations. Mais quand tu as un style évitant ou un style anxieux, tu vas absolument reproduire ces choses-là. Donc, par exemple, si tu te sens comme tu as été abandonné par ta mère, puis ton père était plus évitant, mais tu as tendance à aller, en tant que femme anxieuse, tu vas développer sûrement un style d'attachement anxieux, puis tu as tendance à aller vers des hommes qui sont plus évitants. Wow! Ouais. Oui, c'est intéressant. Puis, ça amène les termes qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Mommy issues, daddy issues. Fait que ça tombe un peu là-dedans. Fait que est-ce que tu n'as pas eu ou ce que tu aurais pu avoir, mettons, avec ta mère ou ton père, tu vas aller le rechercher dans une relation potentielle? Oui, c'est ça. C'est quand même fou comment l'humain est fait. Ou tu sais, peut-être ce que tes parents t'ont fait vivre, tu vas répéter ça aussi avec ton enfant. Ça va loin, là. Tu sais, dire, si ton père te parlait de tel... Tu sais, mettons l'exemple classique, on a tous vécu ça, les mathématiques, de t'asseoir à la table de cuisine, puis apprendre les tables de multiplication. Tu sais, tout dépendant comment tes parents t'élevaient, ben tu vas sûrement, tu sais, répéter ça. Mais...
c'est bizarre qu'on le fasse instinctivement, tu sais. Ouais. C'est comme un naturel parce que nous, on a appris ça, fait qu'on répète ça, puis on pense la bonne manière. Ou j'ai passé par là, fait que tu vas être capable de le faire aussi, tu sais. C'est ça. Crazy. Puis souvent, tu sais, comme t'as pas... Qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens font pas comme une introspection de pourquoi ils ont ces patterns-là. Parce que Ben non, c'est ça. en faisant le lien avec la jeunesse, puis comment tu as grandi, puis aussi juste de tes relations passées, ça donne tellement d'informations sur toi-même, puis ça te permet de faire un switch complet qui te permet d'être un meilleur partenaire dans le futur si tu fais le travail. Puis c'est là où que des fois que mon besoin travail, d'accompagnement, right? c'est ça, tu as besoin Ben d'accompagnement des fois, puis c'est là où que le coaching, ça peut t'aider à débloquer ces blocages-là inconscients là, que tu as. Puis dans le fond, si on prend la base, l'investissement, dans le fond, le coaching avec toi, par exemple, ça serait un investissement en soi-même, puis dans les relations qu'on va avoir, puis l'impact, puis même plus loin, sur l'investissement sur si tu vas avoir des enfants aussi. Là. C'est ça, T'sais, oui. Je pense que c'est de prendre ça au sérieux, puis c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qu'on apprend, puis comme des tables de multiplication, là, c'est pas chiffré, c'est émotionnel. Je pense qu'on a de la misère justement de développer ce côté émotionnel-là de la chose. Oui. Oui, c'est intéressant. Peux-tu me parler justement au niveau du coaching, une approche ou peut-être un accompagnement que tu as fait avec un homme? Il était à telle place, puis il est rendu à un autre niveau, peut-être qu'il a rencontré quelqu'un, puis ça fonctionne hyper bien. Veux-tu me parler justement d'un success story? Oui, j'ai un client, c'est probablement pas mon client préféré, Okay. Ah ouais. mais ouais, on avait vraiment une super bonne relation ensemble. Puis, dans le fond, quand il est venu me voir, il m'a dit que, justement, qu'il répétait, ça faisait 3 relations que, tu sais, il y avait, que dans le fond, il voyait tout le temps le même pattern, ça marchait pas, il avait la misère à se sentir connecté émotionnellement avec ces filles-là. Il se sentait aussi comme s'il était inférieur à lui. Donc, on a vraiment déconstruit, puis on a réalisé qu'il y avait un style d'attachement évitant. On a vraiment travaillé en profondeur là-dessus, mais aussi regarder quelles caractéristiques il a besoin d'aller chercher chez une femme pour qu'il se sente comme s'il était avec une égale, plutôt que quelqu'un qui est en dessous de lui. Oui, lui, il se pensait en position de supériorité. Oui, bien, il choisissait aussi des filles qui étaient, tu sais, comme par exemple, il y a une bonne carrière établie, bien, il allait choisir des filles avec comme, des petites job-in. Qui cherchent un peu. C'est ça, qui cherchent un peu. Ouais, je comprends. Il allait vers un style de fille plus facile un peu à gérer. Dans le fond, il s'approuvait dans son argument de dire, c'est ça. Right? OK, wow. Cool, inconsciemment, il choisissait ce genre de femme-là. Fait qu'on a fait beaucoup de travail sur lui-même aussi, à regarder, tu sais, parce qu'il y avait une certaine envie de s'explorer un peu plus. Puis là, on a reconnecté 6 mois plus tard, puis là, maintenant, il a vendu sa maison, il a laissé aller sa job. Il est parti voyager autour du monde, puis il a rencontré une fille, puis il m'a dit qu'il se sent vraiment comme si c'était son égal. Que j'ai vraiment fait une différence dans sa vie, puis que... Ben, clairement. Ouais, fait il a vraiment tout changé là, après le coaching qu'on a eu. Fait ça, c'est un exemple concret de succès, autant relationnel que vie, là, de dire, hey, j'ai atteint, mettons, dans sa vie, avant que ça se passe, j'ai atteint les standards de la société, j'ai une belle maison, une belle job stable, je fais de l'argent, whatever. Et puis, pourquoi je suis pas heureux, nécessairement, je devrais être heureux, fait que là, il a quand même décidé de dire non. J'essaie je me réexplore, il faut que je découvre d'autres choses, puis ça a été un move incroyable parce qu'il a rencontré la personne qu'il fallait qu'il rencontre. Puis à l'intérieur de lui, il voulait vraiment voyager, il sentait lui-même. C'est un besoin, là, il sentait lui-même. Quand il rencontrait des gens comme de d'autres pays, d'autres cultures. Donc, tu sais, on a vraiment comme décortiqué ça pour voir c'est quoi ses besoins relationnels, mais aussi humains, tu sais. Fait que pour moi, c'était vraiment un plaisir là, de le coacher. J'adore. Ça fait un lien avec les 2 dernières questions du podcast. La première étant, on parle de bonheur et tout ça, mais ta vision du succès rendu à 29 ans, ça ressemblerait à quoi? Je dirais le succès, pour moi, c'est vraiment d'accompagner, me sentir comme si je faisais une différence dans le monde, mais aussi chez des gens, comme directement dans leur vie personnelle. Pour moi, le succès, c'est aussi une certaine liberté,
c'est d'être capable de faire qu'est-ce que je veux, quand que je veux. C'est pas le succès pour moi, c'est pas comme un chiffre. C'est plus qu'est-ce que le lifestyle que ça me permet d'avoir, la certaine liberté que ça m'ouvre. Donc, pour moi, je suis successful si je suis capable de, par exemple, aller voyager quand que je veux ou, tu sais, de pouvoir me permettre de faire le genre d'activité que je veux. Donc, ça l'ouvre ces portes-là, mais c'est aussi vraiment important pour moi de faire une différence, avoir un impact dans la vie des autres, puis de redonner un peu, là, dans le fond, aux autres. Ben, clairement, oui. Là, je veux dire, c'est pour ça que tu offres ce coaching-là. C'est pour aider et avoir un impact sur puis améliorer leur relation humaine. Fait que fait que je trouve ça vraiment inspirant. Puis ça a été une entrevue incroyable. Puis avant qu'on conclue, j'ai une dernière question pour toi. Fait que là, rendu à 29 ans, disons qu'aujourd'hui, c'était ton podcast. Right? Puis parce que c'est moi qui t'interview, c'est toi qui interview une version de toi-même de 18 ans. OK. Qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu te conseillerais? Ah, c'est une bonne question, celle-là. Il y a 11 ans là-dessus, ouais, c'est ça. Je dirais de me faire confiance, puis d'avoir une certaine grâce pour moi, comme tu sais, puis de pas attendre aussi avant que tout soit parfait dans ma vie, que les circonstances soient au bon endroit pour commencer à travailler vers mes ambitions. Mais ça serait beaucoup de « OK, you're good enough as you are ». Tu sais, parce que je doutais beaucoup de moi-même quand j'étais plus jeune. Fait que ça serait de me dire « You know what? You're amazing like you are. Ouais. T'as pas besoin de changer. Tu sais, fais-toi confiance, suis tes intuitions. Arrête de regarder pour la validation extérieure, puis commence à te valider de l'intérieur. » Écoute, c'est parce que c'est vraiment hot, puis je trouve que notre discussion est vraiment pertinente, puis on parle souvent de confiance. La nécessité pour vivre une bonne vie, je pense, c'est notre estime de soi, notre confiance en soi, puis après, on peut développer des choses intéressantes, que ce soit de tous les aspects de ta vie, mais en tant que parent, là, on met des enfants au monde. Comment on fait pour instiguer une confiance en nos enfants? Selon toi, là, des bonnes pratiques à faire. Je pense que c'est d'essayer de pas de semer le doute. Souvent, tu sais, comment non, on fait pas ça, par exemple. Tu sais, des fois, des petits commentaires que tu peux faire souvent, que tu réalises pas qu'il y a un impact. C'est d'encourager plus, de dire qu'est-ce qu'ils font de bien. Pas oublier de dire les bonnes choses que ton enfant fait. Puis de faire attention de comment qu'on apporte les choses qui sont un petit peu moins bonnes. Fait que si jamais, parce que la punition peut créer comme un sentiment de répression, puis après ça, quelqu'un peut grandir avec ce sentiment-là. Fait que c'est vraiment de faire attention aux mots qui sont choisis. Qui sont mentionnés, hein? Puis à un jeune âge aussi, si je pense, on est des éponges, évidemment, quand on est très jeune, puis ça peut marquer, là, tu sais. Des fois, ça peut être banal, tu sais, t'as passé une mauvaise journée, puis c'est comme, tu dis quelque chose, puis ça passe dans le beurre, dans ta tête, mais l'enfant, il peut... ça peut le marquer, là, nécessairement, sans que tu le penses. Fait que ça peut être difficile, justement, mais si on n'a pas d'accompagnement, si on n'a pas d'éducation par rapport à ça, puis notre seul, mettons, coaching qu'on a eu, c'est avec nos relations avec nos parents, ben attends, là, c'est peut-être biaisé, là, tu sais. C'est intéressant, c'est un bon concept. Oui. Ben écoute, Laurence, ça a été un grand plaisir de discuter avec toi. Tu as aimé ton expérience? Oui, c'était vraiment le fun. Je suis vraiment contente. Merci de m'avoir invité, Anthony. J'essaie de mettre ça fait plaisir, puis j'essaie de mettre les gens le plus à l'aise possible. Je ne sais pas si tu pourrais me le dire, là, mais les caméras, là, on oublie qui sont présentes. Honnêtement, j'étais absorbée dans la conversation. Ben, moi aussi. Je pense qu'il y a une belle connexion, une belle vibe. Puis ce que je propose à mes invités, c'est un part 2 dans 6 mois. Fait que si ça t'intéresse, tu es toujours la bienvenue pour continuer la discussion, les nouveautés aussi, voir si tu es rendu aussi full-time. Ben écoute, merci beaucoup pour ton temps, j'apprécie. Merci aussi, c'était vraiment un plaisir. Vraiment. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous
est gratuit. Il va rester gratuit, ça c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.